J'ai signé les papiers de vente un mardi matin, pendant que mon fils et sa femme étaient encore en train de célébrer leur victoire présumée. Ils ne savaient pas que la maison qu'ils croyaient avoir volée venait d'être vendue à quelqu'un d'autre. Veuillez vous abonner. Permettez-moi de vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Comment une veuve de 68 ans, que tout le monde prenait pour une vieille femme fragile, a fini par reprendre le contrôle de sa propre vie. C'est une histoire de patience, de observation, et surtout, de justice silencieuse. Mon mari Pierre est décédé il y a 3 ans. Nous avions vécu 42 années de bonheur dans cette maison de Normandie, avec ses poutres apparentes et son jardin où je cultivais mes roses. Après sa mort, la solitude s'est installée comme un invité indésirable. Mon fils Thomas et sa femme Céline ont proposé de venir vivre avec moi. Pour t'aider, maman, disait-il. J'aurais dû me méfier de leur générosité soudaine. Au début, leur présence était réconfortante. Céline préparait le dîner, Thomas s'occupait des réparations. Mais progressivement, j'ai remarqué de petits changements. Mes meubles déplacés sans qu'on me demande mon avis. Mes affaires personnelles rangées dans des cartons. Des conversations chuchotées qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. Le premier incident vraiment humiliant s'est produit lors du repas d'anniversaire de notre voisine, Madame Dubois. J'avais préparé ma fameuse tarte aux pommes, celle que tout le monde appréciait. En arrivant chez elle, Céline s'est empressée de dire « Oh, ne vous fiez pas à l'apparence, Madame Dubois. Maman a oublié le sucre, comme d'habitude. » Heureusement, j'ai apporté une vraie pâtisserie de chez le nôtre. J'ai senti mes joues s'empourprer. Ma tarte était parfaite, je l'avais goûtée. Mais devant tous ces invités, je n'ai pas osé protester. Thomas, mon propre fils, a souri et a ajouté « Maman vieillit, vous savez. Elle mélange souvent les ingrédients maintenant. » Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai pleuré pour la première fois depuis les funérailles de Pierre. Pas de tristesse, mais de rage impuissante. Comment mon propre enfant pouvait-il me humilier ainsi? Les semaines suivantes ont révélé un schéma troublant. Céline avait pris l'habitude de répondre au téléphone à ma place, expliquant aux appelants que j'étais confuse ou fatiguée. Elle avait commencé à accompagner mes rendez-vous médicaux, répondant aux questions du médecin comme si j'étais incapable de parler pour moi-même. Thomas acquiesçait à tout, silencieux complice de cette mascarade. Un matin, en cherchant mes lunettes de lecture dans le bureau de Pierre, j'ai découvert quelque chose qui a changé ma perspective pour toujours. Dans un dossier que je croyais vide, j'ai trouvé des photocopies de documents officiels. Mon testament, modifié. Des procurations que je n'avais jamais signées. Et le plus choquant, un rapport médical falsifié attestant de ma démence précoce. Ma signature était imitée avec une précision troublante. Céline travaillait dans l'administratif avant son mariage, elle avait les compétences nécessaires. Ils avaient tout planifié. M'isoler socialement, me faire passer pour sénile, puis s'emparer de mes biens légalement. Ce qui m'a le plus blessé, c'était une conversation que j'ai surprise entre eux cette nuit-là. Elle ne soupçonne rien, disait Céline. Dans quelques mois, on pourra la placer dans une maison de retraite. La maison nous reviendra automatiquement avec les nouvelles procurations. Thomas Harry, c'est plus facile que prévu. Elle est vraiment naïve pour son âge. Naïve. Le mot a résonné dans ma tête pendant des jours. Ils avaient raison, j'avais été naïve. Naïve de faire confiance. Naïve de croire que l'amour maternel était réciproque. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que 42 ans de mariage avec un notaire m'avaient appris quelque chose sur le droit et les précautions légales. Pierre, toujours méticuleux, avait laissé des instructions détaillées dans une lettre cachetée que je devais ouvrir en cas de problème grave avec la famille. Cette lettre, cachée dans notre coffre-fort personnel, contenait les coordonnées de son associé de confiance, Maître Rousseau, et des copies de tous nos documents authentiques. La semaine suivante, pendant que Thomas et Céline étaient partis faire des courses, j'ai pris rendez-vous avec Maître Rousseau. Cet homme distingué aux cheveux blancs a écouté mon histoire avec une gravité croissante. « Madame, m'a-t-il dit, votre mari m'avait prévenu de cette possibilité. Il avait des doutes sur les intentions de votre belle-fille. Nous allons agir rapidement et discrètement. » En 3 jours, tous les comptes joints ont été gelés. Les vraies procurations ont été révoquées. J'ai ouvert un nouveau compte dans une banque différente et transféré tous mes avoirs. Maître Rousseau a également engagé un détective privé pour documenter leurs manœuvres frauduleuses. Pendant ce temps, à la maison, je jouais parfaitement mon rôle de vieille dame confuse. Je posais des questions répétitives, j'oubliais volontairement des choses simples, je laissais Céline me traiter comme un enfant.
Chaque humiliation alimentait ma détermination. Le moment décisif est arrivé lors du repas de famille mensuel chez ma sœur Françoise. Tous mes proches étaient présents, mes frères, mes neveux, les amis de longue date. Céline a choisi cette soirée pour sa performance la plus cruelle. Pauvre maman, a-t-elle annoncé avec un sourire faussement compatissant, elle a encore essayé de faire la cuisine aujourd'hui. Elle a mis du sel dans son café et du sucre sur sa salade. Nous réfléchissons sérieusement à la placer dans un établissement spécialisé. Pour sa propre sécurité, bien sûr. Thomas a hoché la tête solennellement, c'est devenu trop dangereux. L'autre jour, elle a laissé le gaz allumé toute la nuit. Mensonge. Mensonge éhonté. Mais tous ces visages compatissants qui me regardaient, j'ai vu qu'ils commençaient à les croire. C'était le moment. Je me suis levé calmement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Maître Rousseau? Oui, ils viennent de confirmer leurs intentions devant témoin. Vous pouvez procéder. Le silence qui a suivi était assourdissant. Céline a pâli. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je protège mes intérêts, ai-je répondu d'une voix ferme. Et je vous informe que vous avez exactement 15 jours pour quitter ma maison. Les serrures seront changées lundi matin. Thomas s'est levé d'un bond. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons des droits. J'ai sorti les copies des vrais documents. Quels droits? Ceux basés sur des procurations falsifiées? Ou sur ce faux rapport médical attestant de ma prétendue démence? J'ai posé les papiers sur la table. Mes facultés mentales sont parfaitement intactes, comme le confirme l'expertise psychiatrique que j'ai passée la semaine dernière. Céline a essayé une dernière manœuvre. Elle délire. Elle ne sait plus ce qu'elle dit. Ma sœur Françoise, qui me connaissait depuis l'enfance, s'est approchée pour examiner les documents. Son expression s'est durcie. Mon Dieu, Marguerite. Ils ont vraiment essayé de te voler ta maison. Les 15 jours suivants ont été un balai juridique précis et impitoyable. Maître Rousseau a déposé plainte pour tentative de fraude et faux documents. Les comptes bancaires gelés les ont privés de liquidités, les forçant à chercher un logement d'urgence. Leurs tentatives désespérées pour négocier se sont heurtées à mon silence poli mais inflexible. Le jour de leur départ, Thomas a essayé une dernière fois de jouer sur mon affection maternelle. « Maman, je suis ton fils. Tu ne peux pas nous faire ça. »« Tu es mon fils, ai-je répondu calmement, et c'est exactement pour ça que ta trahison fait si mal. Mais être mère ne signifie pas être dupe. Céline, elle, a préféré les menaces. Tu mourras seule dans cette grande maison. Personne ne s'occupera de toi. Peut-être, ai-je admis. Mais au moins, je mourrai libre. 6 mois plus tard, j'ai vendu la maison. Trop de souvenirs douloureux s'y étaient accumulés. Avec l'argent, j'ai acheté un charmant appartement près du centre-ville, avec une petite terrasse où j'ai replanté mes rosiers. Ma nouvelle vie est différente, mais paisible. J'ai rejoint un club de lecture, je prends des cours d'aquarelle, je voyage avec un groupe de seniors. Mes vrais amis, ceux qui me connaissent vraiment, m'entourent d'une affection sincère. Thomas et Céline ont divorcé 6 mois après l'affaire. Les accusations de fraude ont ruiné leur réputation et le stress financier a eu raison de leur couple. Thomas a tenté plusieurs fois de reprendre contact, mais ses messages restent sans réponse. Certaines blessures ne guérissent que dans le silence. Mes petits-enfants, Marion et Lucas, maintenant adultes, sont venus me voir récemment. Ils avaient entendu des versions contradictoires de l'histoire et voulaient comprendre. Je leur ai tout expliqué, documents à l'appui, sans chercher à diaboliser leur père. Marion m'a pris la main. « Grand-mère, nous ne savions pas. Papa nous avait dit que tu étais devenue difficile. » Difficile, ai-je souri. C'est un mot intéressant. Peut-être que refuser d'être une victime rend effectivement difficile. Lucas, plus pragmatique, a demandé « Tu nous en veux de ne pas avoir pris ta défense ?» Non, mon chéri. Vous étiez pris entre deux feux, et vous étiez jeune. L'important, c'est que vous soyez là maintenant. Nous avons passé l'après-midi ensemble, à parler, à rire, à reconstruire des ponts. Ils ont promis de venir me voir régulièrement, et pour la première fois depuis des années, cette promesse ne m'inquiète pas. Elle ne cache aucune arrière-pensée. Le soir, seul sur ma terrasse avec une tisane de verveine, je repense parfois à cette période sombre. La colère s'est transformée en quelque chose de plus complexe, de la tristesse pour les relations perdues, de la fierté pour ma résistance, et surtout, une sérénité nouvelle. J'ai appris qu'il ne faut jamais confondre bonté et faiblesse.
Que aimer quelqu'un ne signifie pas tout accepter de sa part. Et que parfois, la meilleure façon de protéger sa dignité, c'est de la défendre, même contre ceux qu'on aime le plus. Pierre aurait été fier de moi. Son dernière lettre se terminait par ces mots. Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que tu traverses une épreuve difficile. Souviens-toi que tu es plus forte que tu ne le crois. Et que parfois, la gentillesse vraie exige de la fermeté. Il avait raison. La gentillesse vraie, c'est aussi savoir dire non. C'est refuser d'être complice de sa propre destruction. C'est choisir la vérité, même quand elle fait mal. Aujourd'hui, à 69 ans, je commence chaque journée avec gratitude. Gratitude pour ma liberté retrouvée, pour les amis authentiques, pour la paix qui habite enfin mon cœur. Ma maison d'avant était plus grande, mais celle-ci est vraiment la mienne. Parfois, les fins heureuses ne ressemblent pas à ce qu'on imaginait. Parfois, elles ressemblent simplement à la vérité, enfin reconnue et assumée. Et dans cette vérité-là, il y a une forme de bonheur que personne ne peut voler.